L'information à la mi-journée sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Suivant le sommaire de cette édition. Conseil des ministres, le gouvernement annonce plusieurs décrets portant entre autres sur la création des emplois, les sénatoriales partielles, le transport routier, la sécurité et des mesures structurelles. Le compte-rendu de ce conseil précise la tenue de l'élection sénatoriale partielle pour le 31 juillet prochain. Il y a un an, décédé Amadou Coulibaly, ce 8 juillet 2021 est une journée de souvenir pour l'honneur de sa mémoire. Une cérémonie officielle se tient au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. L'événement raconte en photo la vie de l'illustre regretté. Les témoignages ne tarissent pas. Amadou Coulibaly était pour beaucoup un don. Une prière sera dite cet après-midi en présence du chef de l'État. Des suites de l'assassinat du président haïtien, 4 mercenaires ont été tués et 2 autres arrêtés selon la police. Aucune information sur l'identité ou les motivations de ces auteurs n'a été donnée pour le moment et le Premier ministre par intérim Claude Joseph est pour l'instant aux commandes du pays. Bienvenue dans ce 13h. Ce journal est traduit en langue des signes. Un conseil des ministres s'est tenu hier sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Plusieurs décrets gouvernementaux ont été pris dans l'intérêt de la nation. Ils portent entre autres sur la lutte contre le trafic et l'usage de stupéfiants, le contrôle des laboratoires d'études et d'essais géotechniques, la sécurité routière, le programme national du service civique et l'organisation d'un sommet ivoiro-burkinabé fin juillet. Il fut aussi annoncé la tenue de l'élection sénatoriale partielle prévue pour le 31 juillet prochain, suivant le compte-rendu de ce conseil livré par Jérôme Kofi Abola. Mercredi 7 juillet 2021, en prenant place ce jour au palais présidentiel, le Conseil des ministres tient effectivement parole quant au respect du rendez-vous pris. En première ligne, le président de la République, Alassane Ouattara, présent pour présider comme toujours la réunion. Une fois de plus, on ne peut pas dire que le chef de l'État et les membres du gouvernement ne se sont pas retroussés les manches, eu égard au nombre incalculable de décisions prises au cours de cette réunion pour le bien des populations. Ainsi, comme entame du point de la rencontre, on retient le projet de loi sur la lutte contre le trafic et l'usage des stupéfiants. Ce projet de loi répond à l'évolution des techniques de production, de trafic et d'usage illicite des stupéfiants et de leurs produits dérivés et qui implique bien évidemment une amélioration constante des mesures et des moyens de lutte et de répression. Le Conseil a par ailleurs pris un certain nombre de mesures sur l'organisation des élections sénatoriales partielles prévues le 31 juillet 2021. C'est un ensemble de textes qui est relatif à l'organisation des élections partielles des sénateurs dans les régions des Grands Ponts, du Kabadougou, du Bonkani, du Gontougo et de la Nawa. C'est un ensemble de textes qui permet de déterminer la durée de la campagne électorale pour le premier décret. Le deuxième fixe les modalités d'accès aux organes officiels de presse. Le troisième, lui, détermine le nombre de lieux de vote et de bureaux de vote. Et le quatrième porte sur l'organisation et le fonctionnement de ces bureaux de vote. Ce qu'il faut retenir de l'ensemble de ces 4 textes, c'est que les collèges électoraux sont convoqués à la date du samedi 31 juillet 2021. Et la campagne s'ouvrira le 23 juillet 2021 à 0h et se fermera le 29 juillet 2021 à minuit. Également au menu du Conseil, les jeux du hasard. C'est désormais à la LONASI de réguler ces jeux sur une période de 15 ans. Le Conseil a adopté un décret portant sur l'approbation de la Convention de concession d'exploitation des jeux de hasard entre l'État de Côte d'Ivoire et la Loterie nationale pour une durée de 15 ans. C'est un décret qui permet en fait à la LONASI de prendre en compte les nouveaux jeux de hasard, notamment les jeux en ligne, et qui permet enfin à la LONASI de pouvoir délivrer des licences, des agréments aux différents opérateurs
C'est une action qui s'inscrit dans le cadre de l'application de la nouvelle loi qui a été votée, portant régime juridique donc des jeux de hasard et qui instaure notamment une autorité de régulation donc des 10 jeux. Ce réajustement du dispositif procède donc de la légitime nécessité pour l'État d'accroître son contrôle sur le secteur du jeu par l'adoption de mesures vigoureuses contre des opérateurs qui exerçaient donc de façon illégale. La question de l'emploi, on en a aussi parlé à travers la création, l'attribution, l'organisation et le fonctionnement de l'ONEF, à savoir Observatoire national de l'emploi et la formation. Au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement d'un établissement public national à caractère administratif dénommé Observatoire national de l'emploi et de la formation. Le Conseil a en outre informé sur l'organisation de la 9e conférence du TAC, traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, prévue du 25 au 28 juillet sur le sol ivoirien, et l'organisation de la journée de l'excellence le 6 août. Le prochain Conseil des ministres aura lieu le 21 juillet 2021. Et vu qu'on parle de Conseil des ministres, je vous propose de remonter le temps. Il y a un an, le 8 juillet 2020, Amadou Gon Coulibaly, alors Premier ministre de la République, tirait sa révérence. C'était à la suite d'un Conseil des ministres. Aujourd'hui, 8 juillet 2021, c'est une journée du souvenir en Côte d'Ivoire, journée hommage à l'illustre disparu. Une exposition de photos inédites est ouverte au public et raconte la vie de celui qui restera dans les mémoires, Amadou Gon Coulibaly. Nous retrouvons Herman Guivet qui est depuis ce matin au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire où se déroule l'hommage officiel. Bonjour Herman Guivet, quel point faites-vous de cette journée à la mi-journée ? Bonjour Marine Cognan, nous sommes ici donc au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire depuis ce matin à 10h pour suivre l'évolution de cette journée hommage qu'a organisé le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix en la mémoire de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce qu'il faut essentiellement retenir de cette journée, c'est qu'en ouverture de cette cérémonie hommage, nous avons eu droit à des paroles pour célébrer Amadou Gon Coulibaly, l'homme qu'il était, l'homme d'État, des paroles qui ont été donc prononcées par un artiste bien connu de donc la sphère culturelle ivoirienne, en l'occurrence Boumou Mamadou, après quoi nous avons eu l'allocution du président du comité d'organisation de cette cérémonie hommage, le ministre Mamadou Touré, qui a tenu à rappeler à la face du monde les relations particulières qu'il entretenait avec l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Après son intervention, nous avons enregistré l'intervention de Anne Désiré Ouloto, cadre du RHDP, qui a elle aussi voulu marquer d'une pierre blanche cette cérémonie hommage à la mémoire de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly en rappelant certaines anecdotes de son vécu, de son relationnel avec le disparu. Il y a eu aussi l'intervention de Alpha Bari, ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, qui a lui mis un point d'honneur à insister sur la disponibilité dont faisait preuve l'ex-premier ministre et surtout son sens de l'humilité, son engagement au service de la Côte d'Ivoire et son engagement à suivre le président Alassane Ouattara. Après quoi nous avons enregistré l'intervention du président du Sénat, Aoussou Kadiojano, qui a lui aussi tenu à rappeler qu'il était un des plus grands collaborateurs d'Amadou Gon Coulibaly et ce jusqu'à son rappel. La preuve, il a même souligné que le 2 juillet 2020, soit quelques jours avant son rappel, il s'était parlé et Amadou Gon Coulibaly lui avait rappelé son engagement à conduire la Côte d'Ivoire dans de meilleurs auspices avec bien sûr la bénédiction du président de la République Alassane Ouattara. Nous avons pu également enregistrer l'intervention de plusieurs comités de soutien. En ce moment même, ce que nous sommes en train de suivre, c'est l'intervention du ministre Amadou Koné qui est en train de faire sa part, apporter sa contribution à cette cérémonie hommage. Et bien sûr, nous terminerons par la contribution du Premier ministre Patrick Hachi qui préside cette cérémonie hommage à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Voilà ce que l'on pouvait retenir essentiellement de cette journée hommage. Marine Cognan. Merci à Herman Guivet pour ce point. À la mi-journée de cette cérémonie hommage à Amadou Gon Coulibaly, un an après sa disparition. Et nous ajouterons que cet hommage comptera également une cérémonie de prière en fin d'après-midi à 17h à la Grande Mosquée de la Riviera Golfe. Une cérémonie religieuse à laquelle prendra part le chef de l'État, Alassane Ouattara.
Les officiels et responsables du RHDP, élus locaux, ont pris part hier à la première partie de cette cérémonie hommage qui se tient en ce moment à l'hôtel Ivoire. Alexis Ouedraogo revient sur ces événements. On regarde. Le balafon pour accueillir les visiteurs de l'exposition photographique du fils du Poro, l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. S'écrit le long de ces instants de vie figés sur le papier glacier, l'histoire d'une vie de mission, une vie au service de l'État. Nous avons entamé une série d'activités qui commence avec cette exposition photo et qui permet au public, aux militants, aux Ivoiriens, donc de revivre l'histoire d'Amadou Gon Coulibaly à travers sa carrière professionnelle, sa carrière politique, sa vie familiale, ses liens avec le président. Donc c'est une manière pour nous de revisiter la vie de l'homme Amadou Gon Coulibaly. Un véritable homme d'État qui avait une vision claire pour notre nation. Malheureusement, c'est avec beaucoup de peine que nous voyons toutes ces images, avec beaucoup de tristesse. Toutes nos prières, c'est que son âme repose en paix. Non loin, dans la salle attenante, un panel raconte l'homme, vie professionnelle, vie politique. Les choix politiques d'AGC tirent leur source de sa grande admiration pour Alassane Ouattara, avec qui il a partagé la même ambition pour la Côte d'Ivoire. On peut ne pas être du même parti politique. On peut être différent du point de vue idéologique. Mais l'homme politique comme Amadou, j'ai compris qu'il savait être flexible. Il avait de la flexibilité. Et il était fort dans l'écoute. Une grande capacité d'écoute. J'ai mal, au moment où je parle, d'avoir été aux côtés d'un homme méconnu. Parce qu'Amadou Gon était un homme de grande valeur. On a appris avec Amadou Gon la valeur de l'engagement. Moi, j'ai beaucoup appris d'Amadou Gon. Et aujourd'hui, que ce soit dans notre quotidien, dans notre gestion politique, ce que Amadou Gon a sémé, loyauté, engagement, fidélité, mais il a surtout sémé en nous, Alassane Ouattara. Le RHDP l'avait désigné candidat pour la présidentielle de 2020 et en temps marqué d'une pierre blanche, c'est 1 an d'anniversaire de sa disparition. Voilà des panels et images inédites qui racontent l'histoire de feu Amadou Gon Coulibaly. L'événement est ouvert au public au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Amadou Gon Coulibaly, les témoignages parlent de charisme et de vision de Korogo, sa ville natale à Abidjan. Gon reste pour ses admirateurs un véritable don. Certains se sont confiés face à nos caméras. Ami Sissoko les présente. 8 juillet 2020. 8 juillet 2021, 1 an que l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, AGC, a été rappelé à Dieu. 12 mois après cette séparation, plusieurs personnes qui l'ont côtoyé lèvent un coin de voile sur les liens au quotidien qu'elles entretenaient avec lui à travers quelques anecdotes. Quand il est revenu, après avoir subi l'opération avec succès, je suis allé lui rendre visite. Il me dit, Issa, depuis le mois de janvier, à tout moment, mon cœur pouvait me lâcher. C'est à ce moment que je me rends compte qu'à tout moment, son cœur pouvait le lâcher. Et je le revois avec moi, à Dikou, en train de faire la campagne avec moi de 1h du matin jusqu'à 4h du matin. Je lui dis, Mamadou, mais tu pouvais, à ce moment-là, tu savais bien que tu pouvais rester là-bas dans ces contrées lointaines. Il me dit, mais tu sais, Issa, quand on aime quelqu'un, il n'y a pas de sacrifice plus grand qu'on ne puisse consentir pour lui. Ça m'a fait couler des larmes. Le goût pour le travail bien fait de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly était connu de tous. Derrière sa carapace d'homme austère se cachait un homme sociable et taquin. Chaque matin, il vient, il a un petit mot pour tout le monde. Il a l'habitude de m'appeler Alima. Bon, quand c'est chaud, il dit Alima. Bon, et avec un ton, bon, c'était pas méchant, mais bon. Les autres aussi se moquaient pratiquement de moi.
Il disait, ben ça, c'est toi, tout ce qui se passe, c'est à Lima. Tout ce qui se passe, c'est à Lima. Donc on en rigolait. Quand il venait le matin, il était vraiment content de nous retrouver. Il y avait toujours une petite anecdote avant de rentrer dans le bureau, du genre, ah, est-ce que ça se voit que je suis fatigué? Et là, je suis fatigué. On dit, non, mais ça va. Une fois, son secrétaire, j'arrive, il dit à son secrétaire, est-ce que vous connaissez le nom de mon jeune frère? Et elle dit, non, non. On dit, mais mon grand frère, il s'appelle Las-PR. Il dit, non, 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 non. Il s'appelle Las-PR. Donc, tout le monde a commencé à rire. Il aimait l'homme plus que le matériel. Il aime l'homme. C'est-à-dire qu'il peut te donner sans calculer. Son endurance au travail avait un secret, le sport. Avec son coach sportif et unique kinésithérapeute, Bali Pierre, c'était des séances de renforcement cardiologique, d'étirement et de footing. Tous les jours de la semaine, à partir de 6 heures, on était sur pied pour 1 heure d'activité physique. Il aimait bien me dire comme ça, Bali Pierre, je ne suis pas un sportif. Ce que je fais là, c'est pour vivre. Donc, tu fais ce qu'il faut et puis voilà. Le sport préféré du fils du Poro reste le ping-pong, communément appelé tennis de table. Sa passion depuis son jeune âge. C'était un des champions à Dabou, où il a fréquenté. C'est quelqu'un qui jouait très bien au ping-pong. Et l'une de ses célèbres victimes, c'est le ministre Touré Mamadou, de la jeunesse, qui l'a passé vraiment tout le temps à battre. Et il passait son temps à se moquer de lui d'ailleurs. Il dit, mais tu es jeune et tu ne tiens pas. Ajusé était un amoureux de la culture. Il la vivait pleinement. Le balafon et le soromidjo n'avaient pas de secret pour l'initié du Poro. On le sait féru de la tradition sénoufo, mais peu de personnes savent sa passion pour la musique reggae de Bob Marley et la salsa. On se souvient encore d'un concert qu'il a donné à Korogo. Il a eu à interpréter des chants de Bob Marley. Il a eu la chance d'assister à des concerts de Bob Marley quand il était élève. Et il connaît plus de chansons de Bob Marley par cœur. En politique ou dans la vie privée, le dénominateur commun pour l'homme était la passion qu'il mettait dans tout ce qu'il faisait. Il arrivait même à contaminer les autres avec cette passion. Celui que l'on appelait affectueusement le lion était un homme multidimensionnel qu'on ne cessera de découvrir, même après sa disparition. Voilà de beaux souvenirs sur Amadou Gon Coulibaly. Ce 8 juillet, on n'oublie pas également la pandémie de coronavirus. Voyons les chiffres enregistrés à cette date. 59 nouveaux cas de Covid-19, 28 nouvelles guérisons et un cas de décès sont enregistrés à cette date. Au dernier bilan sanitaire sur la pandémie de Covid-19 en Côte d'Ivoire, on compte 48 693 cas confirmés, dont 48 022 personnes guéries, 316 personnes décédées et il reste encore 355 cas actifs et au moins 825 286 doses de vaccins anti-Covid-19 ont été administrées sur tout le territoire. Et cette pandémie impacte toujours les calendriers et organisations des grandes rencontres. Alors que les Jeux olympiques de Tokyo sont prévus se tenir dans 2 semaines, l'état d'urgence sanitaire est déclaré dans cette capitale du Japon par le gouvernement japonais en raison d'une nouvelle vague d'infection au Covid-19. Les JO se dérouleront donc quasiment sans spectateurs. Cette mesure durera jusqu'au 22 août prochain. Les Jeux olympiques, on le rappelle, sont prévus du 23 juillet au 8 août 2021.
À Boisflé, le comité local de développement minier sera bientôt installé. En prélude, les différents acteurs du secteur sont formés sur leur rôle dans le fonctionnement du comité. Les défis et enjeux de ce comité sont également présentés aux participants à cette formation. Le reportage de Soro Corona. La loi numéro 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier prévoit un comité de développement local minier dans chaque zone d'exploitation minière industrielle. Comité dont le rôle est de contribuer au développement économique et social des localités impactées par l'exploitation. On a essayé d'élaborer ce que nous on appelle le plan de participation à l'économie locale. C'est un plan qui s'articule autour de 3 grands piliers. Le CDM viendra vraiment pour booster à un certain niveau le développement économique local. À Boisflé, région de la Marawi, avant le fonctionnement officiel du comité de la mine d'or de Yaouré, les acteurs du dit comité sont à l'école. Il s'agit d'outiller le corps préfectoral, les élus locaux, les chefs des villages et les présidents des mutuelles sur le fonctionnement de cette structure. Les enjeux et défis de cet outil de développement ont été expliqués aux populations. Ce fonds va être disponible. Il est question maintenant de voir quelles sont les conditions de mise en place de ces fonds-là, de sorte que ce fonds puisse fonctionner au bénéfice de nos populations sans entrave. Cette formation pour une meilleure connaissance du fonctionnement de ce comité. Les ressources financières doivent contribuer à la réalisation des projets qui répondent aux besoins des populations. Utiliser rationnellement les ressources qui seront mises à notre disposition. Les besoins sont certes immenses, mais dans l'entente et la compréhension, avec des choix pertinents, nous arriverons à desserrer l'étreinte de la pauvreté qui étouffe nos parents. Avant le démarrage effectif des activités du comité de développement local minier, plusieurs actions ont été déjà menées. Réhabilitation d'infrastructures routières, scolaires et sanitaires, emploi de nombreux jeunes des villages dans l'entreprise minière. Et nous poursuivons l'information dans nos régions. À Daloa, la coopérative Ecokim s'engage pour la cacao-culture durable. Une perspective envisagée après un beau bilan de l'exercice 2020. Cette coopérative aura eu un chiffre d'affaires de 60 milliards de francs CFA et compte bien aller au-delà de ses résultats pour cette année. On le voit avec Franck Quadio. 60 milliards de chiffre d'affaires réalisés avec plus de 50 000 tonnes de cacao commercialisés à l'export pour l'année 2020, malgré les impacts de la Covid-19. C'est le bilan de l'exercice 2020 fait par l'Union des coopératives agricoles Ecokim dans la région du Haut-Sassandra lors de sa 16e Assemblée générale à Daloa. Un bilan jugé positif. Nous venons de faire notre 16e Assemblée générale ordinaire pour rendre compte de la gestion à nos parents producteurs. Cela est très important pour nous parce que la transparence et la démocratie dans les prises de décision est capitale pour nous dans l'avancement d'une coopérative. Ecokim est une fêtière qui regroupe 26 coopératives agricoles avec plus de 32 000 producteurs. Elle œuvre pour le bien-être de ses membres et pose des actions sociales au profit de leurs enfants, telles que la construction de 40 écoles. Pour faciliter le déplacement de certains de ses membres impactant le travail dans la région, 4 véhicules tout-terrain, des tricycles et des motos leur ont été remis. Des actions saluées par les autorités du Conseil Café Cacao et le préfet du département, Anatole Priva Digbebako. Féliciter vraiment Ecokim qui fait un travail énorme dans la filière à travers ses coopératives de base jusqu'à même à exporter le cacao, les faire vers les meilleurs chocolatiers du monde. Vraiment, c'est une union qui est vraiment véritablement bien organisée, très organisée d'ailleurs, et qui est en parfaite cohésion avec la vision de la filière telle que définie par l'État de Côte d'Ivoire. Il a fallu être à vos assemblées générales, à beaucoup de vos cérémonies pour pouvoir apprécier la capacité des Ecokim. La coopérative Ecokim, inscrite dans la production d'un cacao durable, s'engage à continuer sa politique de résilience à la Covid-19 et à avoir un rendement meilleur en 2021 pour le bonheur de ses membres et le progrès de la région. Dans le Bunkani et le Tchologo, la gestion des collectivités territoriales rime de plus en plus avec la gouvernance participative. Elle consiste à entreprendre des actions de développement en se basant sur les besoins réels des populations. Un modèle de gestion qui est enseigné à 120 élus locaux et autorités administratives de ces deux régions, suivant les précisions de Mahama Traoré.
Au terme de cette formation, ces 120 élus locaux et autorités administratives issus des régions du Bonkani et du Tchologo seront capables de conduire un processus de mise en œuvre d'un budget participatif ou encore de collaborer avec leurs administrés pour mieux adresser les préoccupations liées à l'accès à l'eau, à l'électricité et aux services de santé. Nous allons leur montrer l'intérêt de cette démarche participative, mais également leur fournir les outils pour assurer la prise en compte des besoins des populations à toutes les étapes de la planification et de la budgétisation. Cette formation découle de la mise en œuvre du projet Le développement par la gouvernance, une initiative d'un consortium d'ONG dont Alliance Côte d'Ivoire et Equal Access International. Le déploiement de ce projet est financièrement soutenu par les États-Unis pour près de 5 millions de dollars. Il est évident que plus les décideurs sont proches de la population qu'ils desservent, mieux ils comprennent quels sont leurs besoins et ça les aide à trouver les solutions idoines. C'est tout ce qu'il y a de plus logique, mais c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire et cet atelier va donner des outils pratiques pour mettre ça en œuvre. Nous avons instruction de faire en sorte que tous les citoyens, quel que soit là où ils sont, ici en Côte d'Ivoire, participent au processus de décentralisation pour qu'eux-mêmes soient acteurs et bénéficiaires des projets qu'ils choisissent. Débuté le 1er avril 2020, le projet Le développement par la gouvernance est prévu s'achever fin janvier 2022. Voilà, c'est une formation qui s'est déroulée à Grand-Bassam, la ville historique, où le bureau de l'UNESCO en Côte d'Ivoire a validé avec ses partenaires un plan de gestion de cette ville. Grand-Bassam, patrimoine mondial depuis 2012, bénéficiera d'un plan de conservation pour sa valorisation. Serge Coléa. 2 objectifs assignés à cet atelier de finalisation du plan de conservation du patrimoine culturel de Grand-Bassam, à savoir valider les résultats de l'inventaire des sites historiques, actualiser le plan de gestion quinquennal et réorganiser la stratégie au regard des risques d'inondation et de catastrophes naturelles. Pour le maire Jean-Louis Moulot, cette étude est l'aboutissement d'un travail minutieusement mené. Exprimer notre satisfaction quant à la tenue de cet atelier qui va nous permettre de disposer d'un outil d'orientation de l'ensemble des actions qui seront menées dans la ville historique sur les 5 prochaines années. Et je veux saluer la forte implication du ministère de la Culture et le bureau de l'UNESCO également. Ils sont des partenaires essentiels dans cette démarche et qui portent ce projet. La représentante résidente Anna Lemestre entend poursuivre les efforts de l'UNESCO pour le rayonnement de la ville historique. La particularité de ce plan de gestion, nous avions organisé des consultations de toutes les parties prenantes, mais c'est très important. Il y a les différentes communautés, Nzima, Abouré, il y a les habitants, il y a le secteur privé, il y a en fait les ONG, les associations, tout ce tissu associatif qui est extrêmement actif aussi. En fait, c'est l'ensemble de ces communautés qui font d'un plan de gestion sa réalité sur le terrain. Arlette Badonguessan, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, et son département se tiennent aux côtés de l'UNESCO dans le cadre de ce programme. Nous sommes disposés à mettre en œuvre cette stratégie, ce plan qui va être révisité. Pour inventorier les sites, l'UNESCO a commis des experts. Ceux-ci ont répertorié les édifices d'intérêt patrimonial et les espaces non bâtis. C'est une semaine de célébration dans les centres du CAFOP. Après celui de Korogo, c'est au tour du CAFOP de Bondoukou de présenter sa promotion sortante au cours d'une journée d'excellence. Ce centre a primé les meilleurs élèves de ce centre à Bondoukou. Dans le centre du pays, le festival Tchindan fait la promotion du port du pagne traditionnel. Les festivités de l'édition 2021 se dérouleront du 12 au 15 août 2021 à Bomizambo et Kondeyaokro, les épicentres du peuple Bomi. C'est à Thiébissou. On voit cela avec Didier Nguessin.
Le pagne tissé ou traditionnel, une identité culturelle chez plusieurs peuples ivoiriens, notamment chez les Baoulés. Le festival Tchendan met à l'honneur ses étoffes aux motifs originaux dans les villages de Bomizambo et Kondé Yaokro dans le département de Béoumi. La 6e édition se tiendra du 12 au 15 août prochain. Tous les festivaliers vont venir s'abreuver à la culture ivoirienne en rapport avec les tenues vestimentaires. Il s'agit donc de partager avec les festivaliers la symbolique de la tenue vestimentaire traditionnelle de nos femmes selon les âges et selon les situations sociales de ces femmes. Selon le commissaire général du festival, en dehors du tissage qui leur est interdit, les femmes occupent une place importante dans la filière. De la teinture à la confection et vente des tenues, en passant par la filature, d'où le thème « Femmes et tenues traditionnelles ». Un défilé a permis de montrer la création de stylistes qui utilisent le pagne traditionnel, de même que cette exposition vente. Le Ghana et le Burkina Faso sont les pays invités. 35 000 visiteurs sont attendus au festival Tchendan. L'actualité en Haïti, après l'assassinat du président, 4 mercenaires ont été tués et 2 autres arrêtés selon la police. Aucune information sur l'identité ou les motivations de ces auteurs de cet acte n'a été donnée pour le moment. Un événement qui est condamné par la communauté internationale et qui menace de déstabiliser un peu plus ce pays pauvre des Amériques. Haïti est déjà confronté, on le rappelle, à une double crise politique et sécuritaire. Au niveau du pouvoir, le Premier ministre sortant Claude Joseph, qui devait quitter son poste hier à la suite d'une nomination lundi dernier de son successeur, a décrété l'état de siège sur l'ensemble du territoire, ce qui donne concrètement à l'exécutif des pouvoirs renforcés en matière de perquisition et également d'interdiction de réunion. 15 jours de deuil national sont décrétés jusqu'au 22 juillet prochain dans ce pays en hommage au défunt président Jovenel Moïse. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 15h, un bref point sur l'actualité en Côte d'Ivoire. Retrouvez à 18h Marie-Laure Ngoran. Je vous souhaite un bon après-midi sur RTI 1.